Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 17 juin 2023 et on va faire le tour de ce qui s'est passé cette semaine un petit peu partout dans le monde et spécifiquement en Suisse. Comme d'habitude, avant toute chose, merci à ceux qui sont venus jeudi au Swiss Code Trading Day. Merci également à ceux qui étaient sur le stream durant toute la journée. C'était exceptionnel. On était très contents de vous avoir encore une fois et on se réjouit déjà de vous voir l'année prochaine. Et puis là, on attaque tout de suite avec ce qui s'est passé cette semaine et où on en est à peu près. Alors c'était quand même une semaine placée sous le signe des banques centrales puisque mercredi nous avions la Fed et que jeudi on avait la BCE. Alors généralement la BCE on s'en fout un tout petit peu, c'est toujours un petit peu différent, mais quand même il y a eu des choses assez intéressantes. Alors si on commence déjà par ce qui s'est passé aux États-Unis, on a eu le CPI mardi qui nous a montré que l'inflation ralentissait, pas de beaucoup, mais qu'elle ralentissait, qu'elle restait quand même ce que l'on qualifiera de sticky, de collant, parce qu'elle veut pas vraiment baisser aussi vite que ce qu'on voudrait, mais ça va dans la bonne direction et c'était plutôt rassurant. Alors c'est vrai qu'on se pose quand même pas mal de questions sur le fait que se passerait-il si jamais l'inflation venait à se stabiliser finalement et à ne plus bouger, à rester autour des 4%, alors qu'on veut un 2%, eh bien ça pourrait aussi changer un petit peu les formules de calcul pour voir ce qui se passerait ces prochains temps et potentiellement quand même ralentir l'économie sur le long terme. C'est une autre discussion, mais pour l'instant on a l'air de vouloir croire que ça va continuer à descendre et d'ailleurs finalement la Fed a donc décidé le lendemain de faire une pause. Ils ont donc fait une pause, c'était plutôt prévu par rapport aux chiffres qu'on avait vus la veille, donc c'était pas une grosse surprise. Ce qui était en revanche un petit peu plus surprenant, c'est quand même que la Fed a dit en gros qu'ils allaient donc faire une pause, mais qu'ensuite ils allaient quand même garder 6 semaines de vue pour savoir ce qu'ils allaient faire ensuite, mais ils pensent quand même en grande majorité monter encore 2 fois les taux d'ici la fin de l'année. Alors en gros, ils ne savent rien, ils n'ont pas de visibilité, mais ils s'attendent quand même potentiellement à devoir monter les taux. Ce qui était assez surprenant, c'est que finalement, eh bien, on s'est dit, oui, mais on s'en fout s'ils montent encore les taux, de toute façon, c'est pas grave, on s'en tape. C'était un peu le résumé que le marché a exprimé à la Fed, puisque lors de la publication de cette annonce, le marché a baissé, puis a remonté, puis finalement a terminé légèrement en hausse. En gros, ça veut dire ça nous est égal. Et le jour d'après, eh bien, on a fait encore mieux puisqu'on s'est retrouvé en train de monter sur les marchés américains et on s'est retrouvé à des niveaux qui étaient plus hauts que lorsque la Fed a commencé son cycle de hausse des taux il y a 15 mois. Alors nous, dans cet engouement général, on s'est dit, finalement, on est passé de 0% à 5,5% sur les taux américains, plus ou moins, et malgré tout, eh bien, le marché est encore plus haut qu'à cette époque-là. Alors oui, entre deux, on s'est fait secouer, mais l'un en l'autre, eh bien, finalement, on se rend compte que quand on monte les taux, à la fin, c'est pas grave, parce que ça veut dire qu'il faut freiner l'économie, donc ça veut aussi dire que l'économie va relativement bien, et donc finalement, tout le monde il était beau, tout le monde il était content. Donc on terminait cette semaine un peu en mode enthousiaste aux États-Unis, en se disant plus rien ne peut nous arriver, on est en bull market sur le S&P 500, on est en bull market sur le Nasdaq, les GAFAM sont en grande forme, tout ce qui est intelligence artificielle cartonne, les défensives, ça nous intéresse pas parce que ça rapporte pas assez d'argent, pas assez vite, mais globalement, on voit que les gens sont très optimistes, ou en tout cas, je sais pas si c'est très optimiste, mais ils n'ont surtout pas peur. Pour ce qu'on a eu des Américains, eh bien on a le sentiment que tout est sous contrôle, que l'inflation est plus ou moins sous contrôle et que finalement la Fed a l'air de bien réussir à faire son job et on ne peut que envisager la possibilité de construire une statue et de l'ériger au nom de Monsieur Powell. Ensuite, si on fait abstraction des États-Unis, eh bien jeudi on s'est concentré sur ce qui s'est passé en Europe. Alors en Europe, eh bien la BCE a monté les taux de 0,25, c'était largement attendu. Par contre, là où c'était moins attendu, c'est que Madame Lagarde a révisé ses prévisions sur l'inflation, enfin les siennes. Celles de la BCE. Ils ont révisé leurs prévisions d'inflation pour le futur. Ça veut dire qu'ils s'attendent que le combat, il n'est pas encore gagné, mais Madame Lagarde a également dit que tant que l'inflation ne céderait pas, elle continuerait à monter les taux. Donc c'est moyennement rassurant parce que si on voit que l'un dans l'autre, ils voient que l'inflation va continuer à être résistante, voire monter encore un petit peu, ça veut dire qu'ils vont continuer à monter les taux, monter les taux, monter les taux. Alors, d'un autre côté, si on prend la comparaison de la Fed, on devrait s'en foutre, puisque finalement, peu importe quand ils ont commencé à monter les taux, le marché est de toute façon déjà plus haut. Donc, on l'a vu encore, d'ailleurs,
d'ailleurs au Swissquote Trading Day, monsieur Fabrizio Chirighetti nous l'a montré clairement, la Turquie, avec une inflation qui explose et des taux qui montent, bien finalement le marché est quand même en hausse. Donc l'un dans l'autre, eh bien, on finit une semaine relativement positive, avec un moral relativement enthousiaste. Alors c'est vrai qu'il faut constater et remarquer qu'il y a quand même peu de volume et qu'on n'a pas non plus un emballement général pour l'instant. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont probablement sous-investis parce qu'on sait qu'il y a encore énormément de cash qui sont sur le banc de touche et qui attendent la bonne occasion pour rentrer dans le marché. Mais pour l'instant, tout le monde regarde en se disant est-ce qu'un jour ça va pas finir par se calmer? Vendredi soir aux États-Unis, les marchés se sont repliés. Tout doucement, on peut estimer que c'est presque logique de prendre les profits après une semaine pareille, mais en tous les cas, c'est un petit peu plus faible. Mais ce qui est aussi, et ce qui reste toujours frappant, et je me tue à le répéter depuis plusieurs semaines, que ce soit dans le Morning Bull live ou dans cette émission, que globalement, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a énormément de professionnels et d'experts en finance. Je ne vais pas tous vous les citer, mais les banques d'affaires américaines, les économistes américains, ils sont tous extrêmement prudents et ils sont tous plutôt enclins à imaginer qu'on est en train de s'emballer et qu'à un moment donné, il pourrait y avoir un déclencheur qui pourrait faire rebaisser le marché. Alors on peut se demander, oui d'accord, mais quel déclencheur? Parce qu'on a l'impression que de toute façon la hausse des taux aujourd'hui, bien on l'a vu, plus ça monte, plus les marchés finissent par rattraper le train, de toute manière. Donc c'est pas les 0,25 de plus ou les 0,5 de plus que la Fed pourrait amener d'ici la fin de l'année qui vont changer la face du monde. D'ailleurs, si on regarde les statistiques, les analystes n'y croient pas du tout à ces deux hausses de taux pour l'instant. Donc c'est pas ça qui devrait calmer le marché, parce que quand vous avez déjà pris 5% dans les dents, c'est pas les 0,5% qui restent qui vont changer la face du monde. Ce qui pourrait éventuellement nous faire du mal, c'est une récession brutale et surprenante. Mais pour l'instant, c'est pas en tout cas le chemin que ça prend. Même si on voit des signes de ralentissement dans les économies, c'est pas encore aussi violent que ce qu'on pouvait craindre. C'est pas tout à fait pareil en Europe, puisque je rappelle que l'Europe est de toute façon pour l'instant en récession technique. C'est bien quand on met récession technique, ça veut dire qu'on est en récession, mais on préfère pas vraiment dire qu'on est en récession parce qu'elle est seulement technique, elle n'est pas pratique. Si l'on regarde les performances de la semaine, eh bien nous sommes grosso modo plutôt dans le vert, on voit clairement, avec encore une fois le Nikkei qui remporte la palme. Donc le Nikkei qui est dans un autre monde pour l'instant. C'est vrai qu'ils sont dans une autre configuration économique que le reste du monde, donc pour l'instant ils en profitent bien, et tout le retard est en train de se rattraper, et puis on a vraiment l'impression qu'ils vont aller retourner au plus haut historique de 39 000 et des poussières incessamment sous peu. Pour le reste, eh bien, le SMI gagne 1,17%, le pétrole s'en sort pas trop mal malgré une semaine relativement compliquée, le Bitcoin ne fait plus grand chose mais il reprend quand même 2%, et puis le reste, eh bien, le DAX, le CAC, tout le monde est en hausse, le Nasdaq 3,25%, et encore une fois, les semi-conducteurs qui prennent 4,2%, ça c'est principalement merci à Nvidia, merci à AMD, puisque toutes les boîtes de semi-conducteurs qui font dorénavant de l'intelligence artificielle ne s'arrêtent plus de monter, donc de ce côté-là, ça va toujours plutôt pas mal. Donc on va dire que en termes de perf, c'était plutôt une bonne semaine et on était assez contents. Même réflexion sur les performances du SMI. Alors, tête de pont cette semaine, Kuehne+Nagel, nouvelle entrée, nouveau titre dans le SMI pour remplacer le Crédit Suisse. Donc, Kuehne+Nagel qui prenait 6,87%. La raison est assez simple. Quand vous avez un nouvel entrant dans le SMI, tous les indices, tous les fonds indiciels sont obligés de repondérer leur portefeuille. Donc, ils doivent dégager leur position et puis rééquilibrer. Et là, en l'occurrence, comme personne n'avait de Kuehne+Nagel, il a bien fallu en acheter. Et puis, vous pouvez pas les acheter forcément tout à la clôture le vendredi soir, le dernier jour de cotation du Crédit Suisse. Vous devez les acheter gentiment à la clôture, donc à l'ouverture du lundi matin. Donc bref, beaucoup d'ajustements de position qui font que presque assez logiquement, Kuehne+Nagel est devenu le leader de la semaine. Richemont prend 6% parce qu'il y avait des commentaires positifs de la part de certains analystes qui sont encore extrêmement bullish sur la thématique du luxe malgré tout ce qu'on entend sur la Chine pour l'instant. Partners Group qui eux ont racheté une boîte de gaz, sauf erreur, dans le nord de l'Europe pour faire de la rentabilité pour leurs clients. Et puis pour le reste, eh bien, de l'autre côté du marché, eh bien, on notera Logitech qui s'est fait démonter. On y reviendra tout à l'heure. Roche qui perd 0,8% malgré une autorisation qu'ils ont obtenue aux États-Unis, mais c'est un truc qui était déjà du réchauffé. Et le reste, eh bien, c'est un peu du milieu de peloton où il ne se passe pas grand-chose. À noter les swings assez violents de Nestlé pour terminer légèrement en hausse de 0,8% sur la semaine. Et Novartis dont on va aborder le sujet dans quelques instants.
Alors, qu'est-ce que tout cela donne du point de vue technique? Eh bien, si on prend un gros zoom sur le SMI, comme vous le voyez à l'instant, eh bien, on voit que finalement, on a eu une semaine toute pourrie où il s'est vraiment rien passé pour finalement se réveiller le vendredi. Alors, en termes de mouvement sur le SMI, il n'y a pas grand-chose à retenir parce que finalement, il n'y a plus grand-chose à lire d'un point de vue technique. Si on observe les tendances, on a ce canal qui vient comme ça, qui continue toujours, donc on est dehors de ce canal, c'est bien. On est en train de constituer une espèce de support dans la zone des 11 200. Et puis si on regarde un petit peu comment on se comporte aujourd'hui, eh bien on est dans un canal très étroit avec une résistance dans la hausse les hauts 11 600 par là autour. Mais entre deux, on ne fait pas grand-chose. Vous voyez qu'on oscille dans ce range extrêmement serré et que il va falloir qu'il se passe quelque chose. Mais le problème, c'est que vu la structure du SMI, mis à part une fusion Rush-Novartis, je vois pas ce qui pourrait rendre le SMI là tout de suite hyper excitant, surtout dans ce moment où finalement les gens sont beaucoup plus enclins à aller se positionner sur des boîtes tech qui font de la croissance. Puisqu'on connaît toujours l'histoire, hein, nous en Suisse, dès qu'il y a de la croissance, eh bien, on génère beaucoup moins d'intérêt. D'ailleurs, à propos de ces rotations de secteur, on le voit très bien, et on va le voir en regardant ces différents indices. Vous avez le S&P 500 ici. Alors le S&P 500, pour l'instant, il est toujours en phase d'ascension spectaculaire, on va dire ça comme ça, puisqu'on a été rechopé les plus hauts du mois d'août 2022. Là, on se traite à des niveaux où on était en avril 2022, au moment où on a eu ce décrochage à l'époque des taux, justement. Donc, pour l'instant, le S&P va relativement bien, évidemment, mais c'est un petit peu vertical, hein, à mon sens. On sait bien que les mouvements verticaux comme ça, généralement, ils se finissent par des mouvements comme ça à d'autres moments. Vous voyez ici, hein, dès qu'on a des hausses verticales, les corrections sont quand même sanglantes et assez violentes. Ça ne veut pas dire que ça va casser la tendance. Pour l'instant, si on reste juste dans le S&P 500, la tendance, elle est quand même bien établie. Mais on est loin, par contre, on est loin effectivement des supports et des tendances. Par contre, on est aussi loin de la moyenne mobile des 50 jours, ce qui veut dire que quand on regarde là aussi, historiquement, dès qu'on s'éloigne, il y a toujours ce qu'on appelle un back to the mean, et finalement on revient toujours sur ces zones de tendance moyenne. Donc là, on est un petit peu en extension. On pourrait éventuellement s'attendre à quelques prises de profit sur le S&P 500. En tous les cas, d'un point de vue purement candlestick, on voit qu'ici, ils ont entamé le début de quelque chose en fin de semaine dernière. Le Nasdaq, pareil, même fin de semaine, hein, mais vous voyez 46% de hausse depuis les plus bas sur le Nasdaq. Donc voilà, ça se résume assez facilement. Là aussi, vous avez ce reversal que le S&P montrait, hein. Alors c'est pas non plus un sell-off et c'est fini, on va tous mourir, hein, mais c'est vrai qu'on voit des fins de semaine comme ça où ils prennent les profits. Il va falloir surveiller quand même parce que là aussi, et c'est plus flagrant encore sur le Nasdaq, eh bien on a cette capacité à monter très rapidement, mais là aussi, toute accélération à la hausse a un retour à la réalité. Alors évidemment qu'on est dans une tendance haussière, évidemment que pour l'instant, on va pas parler de bear market parce que c'est plus du tout d'actualité. On a une tendance haussière, mais là aussi, elle est peut-être un petit peu exagérée. On a un potentiel de revenir un petit peu, mais on est vraiment loin d'une correction massive pour l'instant parce qu'il y a toujours énormément d'engouement sur les stocks tech un peu partout dans le monde. Le CAC 40 qui lui essaie de reprendre encore une fois d'assaut la résistance ici des 7400. Donc vous voyez qu'on est passé en dessous à cause du luxe. Aujourd'hui, on a un regain d'intérêt sur le luxe. Donc c'est le luxe qui pourrait potentiellement nous faire repasser à la hausse. Vous voyez, il va falloir casser ces 7400 de manière franche. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire en fin de semaine. Et puis si on passe en dessus, on va aller retourner chercher à l'assaut des 7775 sur le CAC 40. C'est un petit peu moins dynamique que ce qu'il n'a été en début d'année parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est passé d'un marché qui était très intéressé par le luxe à un marché qui est très intéressé par la tech. Le DAX qui termine donc sa semaine au plus haut de tous les temps. Alors je ne vais pas dire que l'indice allemand est plus, est plus tech que l'indice français, bien au contraire, pas du tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu un rattrapage qui s'est fait sur l'Allemagne et tout le monde est reparti à l'assaut, donc on est au plus haut de tous les temps sur l'Allemagne. Il n'y a pas grand chose à dire sur le graphique, hein. Il faut juste que pour l'instant on doit vraiment aller marquer une fois pour toutes notre territoire au-dessus de ces résistances historiques. Vous voyez qu'on est en plein dedans. Il va falloir rester là-dessus un petit moment, ça serait pas mal, et pas nous refaire de nouveau un truc comme ça, comme on a fait l'autre jour. J'exagère avec la flèche, bien sûr. Il
faudrait pas qu'on refasse un truc dans ce sens-là sur le DAX. Affaire à suivre de toute manière, parce que ça reste compliqué pour l'instant, et quand on voit les chiffres économiques en Allemagne, on peut expliquer une certaine forme de dynamique sur les marchés européens, les marchés américains, pardon, à cause de la tech. Autant sur l'Allemagne, on peut quand même se poser des questions quand on voit les niveaux d'inflation et l'état de l'économie. Mais enfin, pour l'instant, on a l'air de s'en foutre cordialement. Pour ce qui est des titres suisses de la semaine, on commence tout de suite avec Novartis. Alors, Novartis n'a pas fait des performances stratosphériques durant cette semaine du mois de juin. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté une biotech américaine qui s'appelle Chinook Therapeutics. Alors, Chinook Therapeutics est spécialiste dans les médicaments pour les maladies rénales. En l'occurrence, ils ont plusieurs médicaments qui sont en phase finale d'approbation par la FDA, dont un médicament pour la maladie de Berger. Alors, la maladie de Berger, c'est une maladie des reins qui est assez fréquente, qui touche 1% de la population mondiale. C'est énorme, et donc ce médicament permettrait de résoudre pas mal de problèmes, et surtout de ne pas laisser la maladie empirer. Donc c'est un médicament qui, s'il est validé, sera quelque chose d'extrêmement relutif et d'extrêmement positif, avec des très très bonnes synergies pour Novartis. Novartis a payé 3,5 millions par là autour pour acheter Chinook Therapeutics. Ça n'a pas eu d'impact sur le titre, mais par contre, fondamentalement, c'est une très très belle acquisition qui a été faite. Ça a été salué par les analystes et par la presse. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il faudra surveiller un petit peu les nouvelles autour de ces médicaments quand ils auront l'approval de la FDA, parce que ça pourrait être quelque chose d'assez explosif pour Novartis. Donc c'est de la musique d'avenir, mais à se souvenir. Voilà, vous voyez le graphique de Novartis. Alors, fin de semaine, alors j'aime pas du tout ce genre de configuration graphique, ce genre de candlestick de retournement, c'est pas top. Hein. Mais enfin, on verra pour la suite. Mais pour l'instant, vous voyez que sur la semaine, impact 0 sur Novartis, c'est pas des performances de folie. L'acquisition a été annoncée à ce niveau-là. 3,5 milliards pour eux, c'est pas grand-chose. Donc, c'est pas vraiment un gros souci au niveau cash. Voilà. Simplement, c'est quelque chose qui va être à surveiller. Mais ça n'a eu aucun impact cette semaine sur le graphique de Novartis, qui est toujours en dehors de son range, de son grand range latéral depuis quelques temps. Tant qu'on reste en dessus, c'est bien, on peut espérer voir quelque chose. Maintenant, l'objectif sera d'aller chercher les 94, mais pour l'instant, ça manque un petit peu de dynamique et on voit quand même qu'on est un poil fatigué. Le Crédit Suisse n'est donc plus dans le SMI et le Crédit Suisse n'existe plus quasiment concrètement, même si aujourd'hui il y a encore des enseignes un peu partout. Le titre a été fusionné avec celui de l'UBS et donc c'est Kuehne+Nagel qui a remplacé le Crédit Suisse. Alors comme je le disais, eh bien l'arrivée de Kuehne+Nagel a été saluée sur le SMI puisque tout le monde s'est jeté dessus pour repondérer ses positions et s'exposer de manière un peu plus claire à cette nouvelle action qui arrive dans l'indice principal suisse, des 20 valeurs principales suisses. Alors la disparition du Crédit Suisse, on va pas en reparler des heures et des heures, hein, c'était une grosse arnaque. Ça continue à faire pas mal de bruit et tout le monde n'est pas super content sur ce qui s'est passé. Ils ont mis en place une commission d'enquête au Conseil national, mais bon, on sait que ça ne changera rien de toute façon à la fin, donc on peut brasser de l'air tant qu'on veut, ça va pas changer la face du monde, mis à part occuper des politiciens pendant quelques mois, sur un sujet qu'ils comprennent pas vraiment. Enfin, peu importe. Il n'y a plus de Crédit Suisse, il n'y a plus qu'une grosse banque, mais par contre, alors que l'on se rassure, parce que la grosse banque, la FINMA a déclaré d'ailleurs cette semaine qu'il serait vraiment très très attentif à la surveillance de l'UBS. En tout cas, jusqu'à maintenant, ils ont tellement été forts que vraiment, effectivement, on est rassuré sur ce coup-là. Ouf, on se sent beaucoup mieux. Kuehne+Nagel, voilà le graphique de Kuehne+Nagel. Comme vous le voyez, hein, c'est pas difficile. On a eu l'ouverture et puis boum, c'est parti à la hausse. En gros, c'était quasiment une grosse journée de repondération dans l'indice et le titre reste dans sa configuration haussière sur le long terme. On verra un peu comment ça va évoluer ces prochains temps. On doit de toute façon pour l'instant aller rechercher de nouveau ces 275 pour pouvoir commencer à discuter un peu plus de hausse. Entre deux, on va se traiter dans ce range, ce grand range en bas avec un gros support dans la zone des 240 et une grosse résistance sur la zone des 275. Donc mon conseil cuisine de la semaine, si ça venait à rebaisser un petit peu, jouer le rachat sur les 240 et puis essayer de traiter dans cette direction-là. Vous pouvez aussi, pour ceux qui sont plus à l'aise par rapport aux options,
Vendre des puts, par exemple, pour ceux qui peuvent le faire. Vendre des puts sur des strikes 240, sachant que de toute façon, il y a peu de chances qu'on ait en dessous. Surtout maintenant que le titre est dans le SMI et fait partie des divas de l'indice suisse. Donc jouez vraiment ce range et puis on va essayer de regarder, en tout cas quand on regarde la tendance de fond, c'est essayer de jouer ces prochains temps la cassure à la hausse quand elle cassera les 275 parce qu'elle cassera les 275. Le JTEX s'est fait démonter la semaine dernière, moins 12% sur le jour de l'annonce, puisque son CEO, monsieur Bracken Darrell, a démissionné avec effet immédiat. On ne sait pas pourquoi, il n'y a rien qui a été annoncé, en tout cas moi j'ai rien vu pour l'instant. Il est parti, c'est terminé, c'est un des administrateurs, monsieur Guy Gecht, qui assumera l'intérim en attendant de trouver un nouveau boss. Alors effectivement, comme on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ni pourquoi, ni comment, le marché n'a pas aimé. Et puis comme ça faisait un petit moment qu'il était là, eh bien voilà, la sanction a été terrible. Le titre s'est repris en fin de semaine, mais quand même, ça met encore une fois des interrogations sur le JTEX qui vit quand même des périodes compliquées entre des fortes hausses, des fortes baisses. C'est quand même très volatile et on n'arrive pas vraiment à trouver une direction à prendre sur le JTEX. Voilà, je crois que le graphique se passe de commentaires. Hein, si on va regarder un petit peu plus loin, vous voyez que pour l'instant, c'est juste une espèce de grosse dépression. On s'est vraiment éclaté dans la période post-Covid, là. Et depuis, c'est l'enfer sur Terre. Il n'y a même pas un espèce de trend haussier qui est en train de se dessiner. On y a cru plusieurs fois. On a vu ces gaps. Un gap à la baisse sur les résultats, gap à la baisse à la hausse sur les résultats. Et puis maintenant, cette histoire de CEO qui pose quand même un petit peu d'interrogation et qui déprime un petit peu les actionnaires qui en ont marre de cette manque de stabilité chez le JTEX. Je veux bien dire qu'il y a un support dans la zone des 50 balles, voilà, mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien qui rassure et qui dit vraiment pourquoi est-ce que je devrais me repositionner là-dedans. Alors à moins qu'ils viennent nous trouver un CEO qui va nous changer la face du monde, ou alors faire venir quelqu'un pour essayer de vendre la boîte à quelqu'un d'autre, et essayer de gagner du fric là-dessus. Pour l'instant, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, presque désespérant de se positionner sur ce titre, pour l'instant en tous les cas. Moi, je resterai un petit peu à l'écart en attendant de voir un peu comment ça va se développer ces prochains temps. Et puis, on terminera cette revue des titres plus ou moins intéressants de la semaine avec Doc Morris. Alors, Doc Morris, c'est l'ancien Tsur Rosé, vous savez, la pharmacie online qui a changé de nom, qui a vendu ses activités à Migros. Et donc, cette semaine, le titre s'est bien repris. Je vous montrerai même pas le chart, parce que de toute façon, le chart, il ressemble à rien depuis bien longtemps. Mais donc, ça s'est un petit peu repris cette semaine pour la pure et simple raison que la news que l'on attendait depuis très longtemps, à savoir que les ordonnances électroniques en Allemagne allaient être autorisées. Alors apparemment, ça sera autorisé, mais là encore une fois, conditionnel et plus que parfait, si plus imparfait égale conditionnel présent, enfin je sais plus comment. Bref, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, les ordonnances électroniques devraient être autorisées en Allemagne à partir du mois de juillet, donc c'est une bonne nouvelle pour Doc Morris. Par contre, comme ils ont vendu une grosse partie de leurs activités à Migros, eh bien on a un peu l'impression que c'est Migros qui risque d'en bénéficier un peu plus que Doc Morris. Malheureusement, Migros, eh bien c'est pas coté en bourse, donc il va falloir se contenter de voir ce qu'on peut gratter là-dessus, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le coup de l'année, parce qu'on attendait vraiment à un carton le jour où ça se présenterait. Mais visiblement, ça risque de se présenter un petit peu différemment et pas aussi bien que prévu. Néanmoins, ce fut quand même une relativement bonne semaine pour Doc Morris, qui ne s'appelle plus Tsur Rosé. Voilà ce que l'on pouvait dire. On terminera ce Swiss Bliss en disant que cette semaine qui vient, eh bien, nous allons avoir la réunion de la BNS. Et au vu de ce qu'a dit monsieur Jordan il y a une semaine maintenant, eh bien, on peut s'attendre à une hausse des taux à partir de jeudi, sauf erreur. Donc jeudi, il devrait annoncer une hausse de 0,25 sur les taux directeurs suisses. Alors, d'aucuns sont mécontents parce qu'ils se disent on n'a pas de raison de monter les taux avec une inflation à 2,3% ou par là autour. Mais en même temps, ils doivent absolument soutenir le franc suisse pour pas avoir de mauvais effets derrière. Donc du coup, hausse des taux attendue cette semaine. Alors ça ne devrait pas faire des grands mouvements sur les marchés financiers, mais on va en parler. Une fois qu'on aura fini l'histoire de la BNS, là, le chapitre Banque centrale devrait se fermer pour quelques semaines en tous les cas, même si on va se faire plein de spéculations jusqu'au meeting de la Fed à la fin du mois de juillet. Voilà ce que l'on pouvait raconter cette semaine en Suisse et dans le monde, à notre connaissance, comme disait l'autre à l'époque. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo si vous avez aimé.
Si vous n'avez pas aimé, ne la likez pas. Et puis moi je vous retrouve comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull live. D'ici là, passez un excellent samedi, un très bon week-end, bon barbecue, bon lac, bonne piscine, bonne voile. Bref, profitez de ce qui ressemble à peu près à l'été. Et nous on se voit lundi matin. Bye bye.